Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude du 6e chapitre des enseignements de biologie du cours du diplôme d'admission aux études universitaires. Ce 6e chapitre présente le système endocrinien et le système reproducteur. Nous avons, dans une précédente vidéo, abordé l'organisation générale du système endocrinien et cette vidéo va présenter le système génital masculin. Dans un premier temps, nous allons présenter l'organisation fonctionnelle du système génital masculin et nous allons démarrer par la présentation des deux testicules qui sont les glandes génitales mâles productrices de spermatozoïdes et de testostérone. Question 38. Quelle est la localisation particulière des testicules et quel est l'intérêt fonctionnel de cette localisation? Cette représentation schématique de l'appareil génital masculin, ici représentation de profil, montre un testicule. Il y a en fait deux testicules, un de chaque côté. Et ce testicule, comme vous le voyez, occupe une position extra-abdominale. Il est en fait dans une poche cutanée qu'on appelle le scrotum ou les bourses. Et au cours de la fin de la vie fœtale, les testicules en fait passent progressivement dans cette position basse et chez certains enfants cette descente ne se produit pas et si on n'opère pas rapidement ces enfants pour procéder à une descente artificielle des testicules, ce sont de futurs adultes stériles. En effet, cette position extra-abdominale des testicules va les maintenir à une température légèrement inférieure à 37 degrés et cette température légèrement plus basse que la température centrale est une condition nécessaire à la production de spermatozoïdes viables. Résumons la réponse à cette question. Bien, la localisation des testicules, qu'on appelle aussi les gonades mâles, c'est une localisation externe à la cavité abdominale. Ils sont dans un sac cutané qu'on appelle le scrotum ou les bourses et cette position maintient les testicules à une température qui est légèrement inférieure à 37 degrés, condition nécessaire à la production de spermatozoïdes viables. Citez trois types de tissus et trois types cellulaires fondamentaux du testicule et quelles sont leurs fonctions. Alors nous allons, après avoir vu un petit peu la localisation anatomique des testicules, décrire l'histologie, c'est-à-dire l'organisation tissulaire du testicule, et ensuite aller jusqu'à l'échelle cellulaire, voir trois types cellulaires fondamentaux du testicule. Alors vous avez ici une coupe en microscopie optique faite dans un testicule et on observe quelques portions ici de tubes qu'on appelle les tubes séminifères. Ici vous avez une représentation schématique de l'organisation du testicule. Voilà ici la localisation précise du testicule sur ce schéma. Alors trois tissus importants. Un premier tissu, dont j'ai encadré ici la légende, est appelé l'albuginé. L'albuginé est un tissu conjonctif périphérique et ce tissu conjonctif a une fonction de protection du testicule. On retrouvera d'ailleurs l'équivalent autour de l'ovaire. Et comme vous le voyez ici, ce tissu se projette vers l'intérieur pour cloisonner le testicule en environ 300 lobules. Voilà ici la légende d'un lobule. Vous avez quelques lobules testiculaires qui sont représentés. Donc un premier tissu, un tissu conjonctif de protection. Deuxième tissu, un tissu épithélial, qui est un tissu qui forme la paroi des tubes séminifères. Les tubes séminifères sont ces tubes visibles à l'intérieur des lobules du testicule. Ce tissu épithélial, on l'appelle aussi l'épithélium séminifère, l'épithélium qui produit la semence. Et vous avez en fait à l'intérieur de chacun des lobules quelques tubes séminifères qui sont producteurs de spermatozoïdes. Et on peut dire que finalement le tissu épithélial visible ici, c'est en quelque sorte la composante exocrine du testicule au sens tissu producteur de cellules, les spermatozoïdes qui seront émis à l'extérieur ensuite du testicule. Et puis le troisième type de tissu, c'est un tissu qui est localisé dans les espaces entre les tubes séminifères. Cet espace, on l'appelle l'espace interstitiel. Les interstices sont les espaces entre ici les tubes séminifères.
Et ce tissu interstitiel, situé entre les tubes séminifères, représente en fait le tissu endocrinien du testicule. Donc 3 types cellulaires fondamentaux qu'on révise ici, qu'on résume ici. Un tissu conjonctif périphérique de protecteur, mais qui va aussi cloisonner le testicule en lobules. Des tubules séminifères, que j'appellerai par la suite TS, qu'on appelle aussi l'épithélium séminifère, qui est représenté par la paroi du tube séminifère et qui est producteur de spermatozoïdes. Et puis un tissu conjonctif interstitiel, qui est situé entre les tubes séminifères et qui représente le tissu endocrinien du testicule. Nous avons vu l'organisation tissulaire. Quelques mots maintenant sur l'organisation cellulaire, et notamment 3 grands types cellulaires sont présents à l'intérieur du testicule. Alors, premier type de cellules, bien, ce sont les cellules qu'on trouve dans ces interstices, c'est-à-dire dans ces zones qui sont entre les tubes séminifères. Alors, dans ce tissu interstitiel, vous avez une cellule très importante qu'on appelle la cellule de Leydig, on appelle parfois aussi la cellule interstitielle. Cette cellule est la cellule endocrine qui fabrique et qui sécrète la testostérone. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs sur cette image la présence d'un vaisseau sanguin. Cette testostérone va notamment être sécrétée dans le compartiment sanguin. Ici, vous avez quelques portions de tubes séminifères. Et ces cellules qui constituent la paroi du tube séminifère, ce sont des cellules de Sertoli. Ce sont des cellules épithéliales. Et la paroi du tube, que vous voyez ici, est constituée en fait par une couche de cellules de Sertoli. Ces cellules ayant un rôle important dans la production des spermatozoïdes. Et puis le troisième type de cellules, eh bien, sont toutes les cellules qui sont enchevêtrées, qui sont entourées par les cellules de Sertoli, dont vous voyez ici les noyaux. Ce sont les cellules de la lignée spermatique, c'est-à-dire les cellules germinales qui sont en train de devenir les spermatozoïdes matures. Et vous avez dans la lignée spermatique 4 stades qu'on aura l'occasion d'étudier: les spermatogonies, les spermatocytes, les spermatides et les spermatozoïdes. Donc vous voyez 3 types cellulaires importants. On va résumer ici avec cette image. Voilà ici la lumière, c'est-à-dire le centre du tube séminifère. Ici c'est la paroi du tube séminifère. Représentée ici en vert, c'est une cellule de Sertoli dont vous voyez la cellule forme la hauteur totale de la paroi de l'épithélium séminifère. Ici c'est le noyau de la cellule de Sertoli. Et puis vous avez à côté de cette cellule Sertoli, emballées par cette cellule Sertoli, les cellules dont les noyaux sont représentés en bleu, qui sont les cellules de la lignée spermatique, avec des spermatogonies, des spermatocytes, des spermatides, ici, et puis des spermatozoïdes. Ici en jaune, ce sont 2 autres cellules de Sertoli qui sont jointives avec la cellule représentée en vert. Un schéma encore pour illustrer. Voilà ici une cellule de Sertoli représentée en rose. Et autour de cette cellule de Sertoli, toutes les cellules de la lignée spermatique, spermatogonie ici, les spermatocytes, on verra 1 et 2, les spermatides et les spermatozoïdes. L'ensemble de ce processus étant appelé la spermatogenèse. Et puis une image encore ici avec une coupe dans un tube séminifère. Ici c'est le tissu interstitiel qui est visible, et les cellules que vous avez ici sont les cellules de Leydig, productrices de testostérone. Voilà encore ici la représentation schématique. On voit 3 portions de tubes séminifères avec les spermatozoïdes quasi matures qui sont tournés du côté de la lumière du tube. Ici vous avez la cellule de Sertoli en jaune, toutes les cellules de la lignée spermatique qui sont représentées ici, et puis en vert les cellules de Leydig, les cellules endocrines, avec ici un vaisseau sanguin proche. Donc 3 types cellulaires: les cellules du tissu interstitiel ou cellules de Leydig qui fabriquent et qui sécrètent la testostérone, notamment qu'on retrouvera dans le compartiment sanguin; les cellules de Sertoli qui sont des cellules épithéliales constituant la paroi du tube séminifère et qui sont nécessaires à la spermatogénèse. Vous verrez que j'insisterai plusieurs fois sur ce point. Et enfin les cellules de la lignée spermatique,
l'essieu germinal avec les 4 stades, spermatogonie, spermatocyte, spermatide et spermatozoïde. Nous avons terminé la présentation du testicule et dans la description de l'appareil génital masculin, nous allons maintenant présenter les voies génitales qui conduisent notamment les spermatozoïdes et le sperme. Premier type de conduit, ce sont les 2 épididymes et la question 40 vous demande où sont situés les 2 épididymes. Toujours sur cette vue de profil de l'appareil génital masculin, on repère ici les testicules, enfin un testicule tel que je l'ai décrit tout à l'heure avec le scrotum, et puis vous avez un organe ici qui coiffe le testicule qu'on appelle l'épididyme, et vous avez donc en fait 2 épididymes, un épididyme coiffant chaque testicule. Donc comme les testicules, les épididymes sont en fait localisés dans le scrotum. Ils ont eux aussi une position extra-abdominale. Donc la réponse ici, où sont situés les 2 épididymes? Eh bien les 2 épididymes sont des structures qui coiffent les testicules et ils sont donc exactement comme les testicules logés en position scrotale. Quels sont les rôles du long canal que contient chaque épididyme? Alors ici, sur cette représentation du testicule, ici, et ensuite de l'épididyme, on peut repérer l'étendue des canaux. On a vu ici les tubes séminifères très contournés à l'intérieur des lobules du testicule. Et ces tubes séminifères vont venir confluer vers un réseau qu'on appelle le rété testis. Et à partir de ce rété testis, on va déboucher dans un très très long canal qui parcourt l'ensemble de l'épididyme. Ce très très long canal, très pelotonné, qui représente, si on le déroulait, 6 mètres de long, est un conduit qui va recevoir les spermatozoïdes produits par le testicule et qui va en fait les transporter, les déplacer. Alors cet épididyme est constitué en fait par une portion évasée qu'on appelle la tête, puis une partie qui est plus effilée qu'on appelle le corps, et puis la partie la plus fine ici qu'on appelle la queue de l'épididyme. Alors les spermatozoïdes vont être déplacés dans ce très long canal épididymaire et lors de leur traversée, ils vont acquérir leur propre mobilité. Ils n'étaient pas encore à la sortie du spermatozoïde mobiles par eux-mêmes et ils vont également acquérir leur aptitude à la fécondation, c'est-à-dire à la capacité à féconder un gamète femelle. La partie inférieure de l'épididyme, donc notamment le corps et la queue avec ce très très long canal, est un lieu d'accumulation des spermatozoïdes. Donc on résume ici, bien, dans chaque épididyme, vous avez un canal épididymaire, un très long canal de 6 mètres de long, qui reçoit et qui transporte les spermatozoïdes. Sa partie supérieure, la tête, est notamment le site de maturation des spermatozoïdes, zone où ils acquièrent leur mobilité propre et aussi leur aptitude à féconder. Et puis dans la partie inférieure, corps et queue, ce sont surtout des zones d'accumulation des spermatozoïdes. Nous poursuivons l'étude des conduits avec la présentation des 2 canaux déférents et on vous demande dans la question 42 où débutent et où se terminent les canaux déférents. Alors on avait présenté le testicule ici, je vous le remontre, l'épididyme qui le coiffe et ici cette partie, on l'a dit, c'est là la queue de l'épididyme. Eh bien le conduit qui fait suite au canal épididymaire est appelé le conduit déférent. Et ce conduit déférent est un canal qui va donc partir ici de la fin de l'épididyme. On va le suivre ici. Il va sortir de la poche scrotale. Il va remonter ici au-dessus de cet organe qui est la vessie. Et il va venir ensuite redescendre au-dessous de la vessie pour déboucher dans une zone qui est toute proche de cette glande qu'on aura l'occasion de revoir, qui est la prostate. Alors il existe, comme pour les testicules, comme pour les épididymes, 2 conduits déférents. On est dans des structures paires ici. Donc on va bien regarder la localisation. Partie initiale du conduit déférent, c'est juste à la sortie de l'épididyme, donc après la queue de l'épididyme. Et sur ce détail, pour bien repérer la fin du canal déférent, donc ici
le canal déférent passe au-dessus de la vessie. Et vous voyez, il se termine par une zone qui est une zone légèrement dilatée, qu'on appelle l'ampoule du canal déférent ou ampoule du conduit déférent. Et cette ampoule va déboucher dans un très court canal qui va traverser la prostate, dans un très court canal qui fait suite au canal déférent, qu'on appelle le conduit éjaculateur. Et là encore, ce sont toujours des structures paires. Comme il y avait deux conduits déférents, il y a deux conduits éjaculateurs. Donc nous allons résumer ici. Les deux canaux déférents, qu'on appelle aussi les spermiductes, car leur fonction est de conduire les spermatozoïdes, sont des canaux de 45 cm, mais beaucoup moins repliés que le très long canal épididymaire qui faisait 6 mètres de long. Leur partie initiale fait suite à la queue de l'épididyme, et donc ils reçoivent les spermatozoïdes qui sont passés par le canal épididymaire. Leur partie terminale est située près de la prostate. C'est une zone dilatée qu'on appelle l'ampoule du canal déférent, et cette ampoule débouche dans un court canal éjaculateur qui traverse la prostate. Nous avons terminé la présentation des conduits pairs. Donc je les rappelle, deux épididymes, deux canaux déférents, deux canaux éjaculateurs, et nous allons maintenant voir une voie génitale impaire unique qu'on appelle l'urètre. Question 43. Où est localisé l'urètre? Alors toujours sur ce schéma de l'organisation générale du système génital masculin, on va repérer ici l'urètre. L'urètre, c'est un conduit qui débouche de la vessie. Attention à ne pas confondre avec l'urétère. L'urétère étant un conduit pair, cette fois, qui provient des reins, donc du rein gauche et du rein droit, et qui amène l'urine produite par les reins vers la vessie, qui est simplement un organe de stockage d'urine. Donc l'urètre démarre juste, vous voyez, à partir de la position basse de la vessie. C'est un canal vésical, en quelque sorte, qui va conduire l'urine. Et la première portion de l'urètre est une portion qui est entourée par la prostate. La prostate est ici, et donc cette urètre traverse la prostate. Cette partie de l'urètre, on l'appelle l'urètre prostatique. Ensuite, vous avez une deuxième zone d'urètre. C'est un urètre qui traverse en fait une membrane et qu'on appelle l'urètre membraneux, donc cette petite portion. Et puis la plus grande partie de l'urètre, c'est l'urètre qui va parcourir le pénis, qu'on appelle parfois l'urètre pénien. Et comme dans le pénis, on a un corps érectile qu'on appelle le corps spongieux, qui est représenté ici en bleu, et que cet urètre passe à l'intérieur du corps spongieux, on dit aussi que cet urètre est un urètre spongieux. L'ensemble de cet urètre, donc prostatique, membraneux et spongieux, a une longueur d'environ 20 cm. On verra que l'urètre est beaucoup plus court chez la femme. Et puis cet urètre débouche à l'extrémité du pénis par un orifice qu'on appelle un méa, le méa urétral, donc l'orifice urétral, et qui est un orifice aussi dit urogénital, puisque par cet orifice pourront être expulsés aussi bien l'urine que le sperme. Donc résumons ici la réponse de localisation de l'urètre. L'urètre, canal unique d'environ 20 cm, est situé juste sous la vessie. Il va permettre justement de conduire l'urine issue de la vessie. Il traverse d'abord la prostate sur un cofragment, puis il passe surtout à l'intérieur du pénis. Cet urètre constitue la portion terminale des voies génitales mâles et il s'ouvre à l'extrémité du pénis par un orifice urogénital ou méa urétral. Nous verrons que chez la femme, les voies urinaires et les voies génitales sont complètement séparées, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Question 44. Pourquoi l'urètre de l'homme est-il appelé aussi un urospermiducte? Alors, dans urospermiducte, vous avez ducte qui signifie conduire, le sperme et l'urine. Et en effet, ce conduit, nous l'avons dit, est un conduit commun à l'urine et au sperme. Donc au moment de la mixio, donc de l'acte d'uriner, eh bien, la vessie va se vider de l'urine. Cette urine va passer dans l'urètre et permettra donc d'être éliminée. Donc l'urètre, c'est un canal de vidange de l'urine. Vous avez notamment un sphincter, un petit anneau musculaire qui, en s'ouvrant, permet à l'urine
d'être éliminé. Et puis au moment de l'éjaculation, cet urètre va recevoir dans sa partie prostatique le contenu ici des deux canaux éjaculateurs qui contiennent du sperme. Et donc à ce moment-là, le sperme va pouvoir être transporté dans cet urètre. Le sphincter ici sous-vésical étant fermé au moment de l'éjaculation. Donc l'urètre de l'homme est un urospermiducte, un conduit commun à l'urine et au sperme, mais les deux liquides ne sont pas conduits au même moment. Il y a ou miction ou éjaculation, mais il n'y a pas de mélange de ces liquides biologiques. Un petit schéma pour reprendre ce que je viens de vous expliquer. Voilà ici la vessie pleine d'urine. Au moment de la miction, le sphincter sous-vésical s'ouvre et l'urine peut être expulsée jusqu'à l'orifice urétral. Et puis au moment de l'éjaculation, les deux canaux éjaculateurs vont propulser ce sperme vers l'urètre prostatique et le sperme à ce moment-là sera conduit dans l'urètre. Donc pour résumer ici, on dira que l'urospermiducte est un canal commun à l'urine et au sperme. Cet urètre est en fait un canal à la fois de vidange de l'urine qui s'est accumulé dans la vessie, mais il reçoit aussi dans sa partie prostatique les deux canaux éjaculateurs qui vont propulser dans cet urètre le sperme. Et donc l'urètre est un conduit commun de circulation de l'urine et du sperme, mais on l'a vu à des moments différents. Alors pour terminer sur ces conduits du sperme, quelques mots sur ce qu'on appelle le sperme. Et je vous ai fait ici cette petite schématisation pour voir ce qu'on appelle exactement le sperme. Alors le sperme, c'est l'association de deux types d'éléments, des éléments cellulaires, qui sont les spermatozoïdes, produits par le testicule, on l'a vu, produits au niveau des tubes séminifères. Et puis le sperme contient aussi des sécrétions, un liquide qu'on appelle le liquide séminal, que j'ai représenté ici par ces petits points rouges. Et ce liquide séminal est produit par des glandes annexes, notamment les vésicules séminales, que nous allons voir dans la prochaine question, et puis la prostate également, qu'on a eu l'occasion de voir et qu'on va reprendre dans un instant. Et ce sperme va contenir un grand nombre de spermatozoïdes. Il y a plusieurs millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme éjaculé dans le vagin de la femme. Donc, réponse à la question 45, qu'est-ce que le sperme? Le sperme, c'est en fait un liquide qui renferme les spermatozoïdes produits par les testicules, le liquide séminal produit essentiellement par des glandes annexes que nous allons étudier, essentiellement la prostate et les vésicules séminales. Quelques millilitres de sperme sont émis dans le vagin au moment de l'éjaculation et chaque millilitre de sperme contient, vous voyez, plusieurs millions de spermatozoïdes. Nous avons terminé la présentation des testicules puis des tractus. Nous allons dans un troisième temps présenter les glandes annexes, celles qui participent à la formation du sperme. Il existe trois types de glandes. Premier type de glande, les deux vésicules séminales. Et la question 46 vous demande où sont localisées les deux vésicules séminales. Alors deux schémas, un schéma simple et puis un détail du schéma vu tout à l'heure pour les présenter. Donc vous retrouvez ici le testicule, ici l'épididyme, vous avez ici la prostate, ici au-dessus la vessie. Et puis vous voyez les vésicules séminales sont situées juste en arrière de la vessie, toutes proches de la partie arrière de la prostate. Ici vous avez la fin du tube digestif, vous avez le gros intestin avec notamment l'orifice rectal. Sur ce détail, on peut repérer encore ici, donc vous avez la vessie ici. Ici, on repère le canal déférent qui passe au-dessus de la vessie et qui se dilate à la fin en ampoule. Et vous voyez, juste en avant de l'ampoule du conduit déférent, vous avez une vésicule séminale qui va déboucher dans un court canal éjaculateur. Et sur cette vue de profil, on voit donc une vésicule séminale et un canal éjaculateur, mais il y a évidemment la même chose de l'autre côté. Vous avez en fait donc deux vésicules séminales qui chacune débouche dans un canal éjaculateur. Donc à la question posée où sont localisées les deux vésicules séminales,
bien, ce sont deux glandes qui sont situées en arrière de la vessie et toutes proches de la prostate. Quel est le rôle des vésicules séminales? Alors les vésicules séminales vont participer de façon très importante à la production du liquide séminal. Elles vont produire un grand nombre de sécrétions. On ne va pas ici faire la liste de ces sécrétions. Elles produisent notamment des constituants qu'on appelle les prostaglandines, qui portent d'ailleurs mal leur nom, puisque on pensait au départ que c'était la prostate qui produisait ces sécrétions, mais elles produisent en fait beaucoup d'autres éléments, notamment des éléments nutritifs pour les spermatozoïdes, qui sont évidemment des cellules qui nécessitent d'être maintenues en vie, mais qui ne sont plus ici dans un compartiment ni sanguin, ni un compartiment interstitiel où il y aurait des nutriments. Donc on peut sur ce tableau montrer que les vésicules séminales sont les glandes qui participent à l'essentiel de la sécrétion du liquide séminal, vous voyez, 60 à 80%. Et pour donner un exemple de substance sécrétée par les vésicules séminales, on peut citer le fructose, qui est un hexose, un glucide donc, que le spermatozoïde va être capable de métaboliser. Il ne métabolise pas le glucose, mais le fructose, et ça lui permet évidemment de survivre. Donc les glandes séminales contribuent par leur sécrétion à 60% du volume du liquide, et elles produisent notamment du fructose, qui est un nutriment énergétique très important pour le spermatozoïde. Question 48. Les vésicules séminales contiennent-elles des spermatozoïdes? Alors, sur la partie du haut est représenté ce carrefour important centré sur l'urètre prostatique. Donc vous avez ici les vésicules séminales productrices d'une grande partie du liquide séminal, et au moment de l'éjaculation, ce liquide va passer dans le canal éjaculateur, puis dans l'urètre prostatique. Attention, les spermatozoïdes, eux, qui viennent des testicules, qui sont passés par le canal épididymaire, puis par le canal déférent, vont être présents dans l'ampoule du canal déférent. Et donc vous voyez bien que les spermatozoïdes ne sont pas contenus dans les vésicules séminales. Et donc le mélange spermatozoïde et liquide séminal va se faire ici au niveau des canaux éjaculateurs, où on a finalement du sperme qui se constitue. Et puis au moment de l'éjaculation, le sphincter sous-vésical ici se ferme, ce qui empêche l'écoulement de l'urine, et ces flèches noires marquent le fait que vous avez aussi des sécrétions prostatiques qui vont venir contribuer à la formation du sperme. Donc la réponse est non, les vésicules séminales ne contiennent pas de spermatozoïdes. En effet, les spermatozoïdes sont présents dans le canal déférent, ce sont les voies conductrices des spermatozoïdes, alors que le liquide séminal, lui, est présent, il est formé dans les vésicules séminales. Et ces spermatozoïdes et ce liquide séminal se mélangent dans le canal éjaculateur, et cellules et liquides pénètrent ensemble dans l'urètre prostatique au moment de l'éjaculation. Nous avons vu une première glande annexe qui était une glande mixte, une glande double qui était les deux vésicules séminales. Nous allons maintenant voir une glande unique qui est la prostate, et on vous demande dans la question 49 où est située la prostate. Alors sur un schéma simpliste ici, on va toujours se repérer, testicules, ici l'épididyme, le canal déférent qui débouche au niveau de l'ampoule, en arrière les vésicules séminales, ici la vessie, l'urètre prostatique, et vous voyez l'urètre prostatique est enveloppé par cette glande unique qui est la prostate, qui est donc située juste sous la vessie. Il s'agit en fait non pas d'une seule glande, mais il s'agit d'une multitude de petites glandes qui, chacune par leur conduit, vont déboucher dans l'urètre prostatique. Sur ce détail du schéma de la représentation de l'appareil génital masculin, on va encore repérer la prostate. Donc voilà ici la vessie, les vésicules séminales, l'ampoule du canal déférent, le canal éjaculateur, l'urètre prostatique et la prostate, vous voyez, qui est ici juste sous la vessie. Donc, où est localisée la prostate? Eh bien, elle est située en fait juste sous la vessie. Les gens qui ont d'ailleurs des problèmes, notamment par exemple de cancer de la prostate, où la prostate subit une prolifération, eh bien, il y a souvent une tendance à accroître la miction par compression sur la vessie. Cette prostate entoure en fait
la partie initiale de l'urètre, qu'on avait appelé l'urètre prostatique, et elle entoure aussi les deux canaux éjaculateurs qui proviennent des deux ampoules des canaux déférents. Quel est le rôle de la prostate? Alors on peut reprendre ce schéma où nous avions vu que le liquide séminal était en grande partie produit par les vésicules séminales, mais la prostate va contribuer aussi à la production d'éléments du liquide séminal, et vous avez tout un tas de sécrétions dont on ne va pas ici faire la liste, qui participent à cette composition du sperme. Sur ce tableau, nous voyons que la prostate contribue à entre 15 et 30% au volume du liquide séminal, et ces sécrétions prostatiques sont également, donc on l'a dit, très variées d'un point de vue des éléments qu'elles contiennent. Et pour citer un élément de sécrétion prostatique, on peut citer un composé qui est le PSA, l'antigène spécifique de la prostate, qui a l'intérêt, on va dire, d'un point de vue médical, d'être un bon témoin qu'on peut retrouver dans le sang d'une activité exagérée de la prostate, et qui est un marqueur en fait du cancer prostatique. Donc cette glande qui est la prostate participe par ses sécrétions à environ un tiers du volume du liquide séminal. Cette sécrétion prostatique va passer dans l'urètre au moment de l'éjaculation, et les constituants de cette sécrétion prostatique ont de nombreux rôles, et pour résumer, on peut dire que ce sont des composés qui jouent un rôle dans l'activation des spermatozoïdes. Il reste un dernier type de glandes qui sont les glandes de Cooper, et la question 51 vous demande où sont situées ces deux glandes de Cooper. On va reprendre encore cette vue de l'appareil génital masculin. Donc voilà ici les vésicules séminales, la prostate, et vous avez en dessous de la prostate une petite glande. En fait, vous avez deux petites glandes, une de chaque côté, et ces deux petites glandes situées sous la prostate vont déboucher dans le début de l'urètre pénien. Donc on peut dire que ce sont des glandes qui débouchent dans l'urètre, donc glandes urétrales, et elles sont localisées au niveau d'une zone qui est l'extrémité la plus profonde du corps spongieux, qui est une extrémité un petit peu renflée, qu'on appelle le bulbe. Donc ce sont des glandes qui sont situées près du bulbe et qui débouchent dans l'urètre. Ces glandes de Cooper, on les appelle aussi les glandes bulbo-urétrales. Et on peut, sur cette vue du pénis, essayer de repérer ces glandes. Donc voilà ici une glande bulbo-urétrale et l'autre glande de l'autre côté. Et on vous a fait apparaître ici les orifices de cette glande, vous voyez, qui est un orifice qui débouche dans l'urètre pénien. L'urètre pénien traverse ce corps spongieux qui est un corps érectile. La partie dilatée de ce corps, on l'appelle le bulbe, et l'autre partie dilatée du corps spongieux, on aura l'occasion de le reprendre, et est appelé le gland. Donc les deux glandes de Cooper sont des petites glandes qui sont localisées sous la prostate, qui débouchent dans l'urètre du pénis, l'urètre du pénis étant la portion de l'urètre qui est située en fait sous la prostate, et qui est cette portion d'urètre qui passe dans le pénis, qui est la partie la plus longue de l'urètre. Quel est le rôle des glandes de Cooper? Alors, on a vu tout à l'heure que l'urètre était un urospermiducte. Il va donc contenir l'urine au moment de la miction et le sperme au moment de l'éjaculation. Et les glandes de Cooper vont produire un mucus qui a deux fonctions, qui va avoir une fonction de lubrification, mais qui a aussi une fonction de neutralisation de l'acidité des traces d'urine qui pourraient subsister dans l'urètre. Et c'est une façon évidemment de protéger aussi les spermatozoïdes de l'agressivité que pourraient constituer des restes acides d'urine. Donc les glandes de Cooper produisent un liquide lubrifiant. Nous verrons que chez la femme, les glandes vulvo-vaginales ou glandes de Bartholin ont aussi ce rôle lubrifiant, et ces glandes vont sécréter un mucus qui est un mucus à effet tampon qui va neutraliser l'acidité des traces d'urine dans l'urètre. Pour terminer la présentation de cet appareil génital masculin, nous allons dire quelques mots sur le pénis, qui est l'organe de copulation, dont la fonction est le dépôt du sperme dans le vagin. Question 53.
de quel tissu particulier est constitué le tissu et quel est le rôle de ce tissu. Alors, le pénis, qui est présenté ici, qu'on appelle aussi la verge, est constitué en fait par un tissu particulier qu'on appelle le tissu érectile, qui est représenté en bleu sur cette image. Ce tissu érectile est constitué en fait par 3 corps distincts, 2 corps caverneux qui sont accolés et un corps spongieux que nous avons vu être un tissu entourant l'urètre. Le corps spongieux, on l'a dit tout à l'heure, est dilaté à l'avant pour former le gland. Donc voilà ici le gland. Le gland étant d'ailleurs recouvert d'un repli de peau mobile qu'on appelle le prépuce, ce qui évite finalement une trop forte distension de la peau au moment de la turgescence du pénis. Et puis on l'a vu tout à l'heure, l'autre partie renflée du corps spongieux est le bulbe où sont localisées de façon proche les glandes de Cooper. On peut sur cette vue transversale du pénis retrouver les 2 corps caverneux qui sont en position dorsale d'un pénis en érection, qui représentent la plus grosse masse de tissu érectile du pénis, et puis en position ici ventrale d'un pénis en érection, vous avez le corps spongieux qui est le corps à travers lequel l'urètre circule et dont l'érection est moins importante, car évidemment il ne s'agit pas au moment d'érection de comprimer trop fort l'urètre, ce qui empêcherait le passage du sperme. Alors l'érection de ces tissus, le gonflement de ces 3 tissus va permettre en fait un remplissage de sang de ces tissus, ce qui va rigidifier et allonger le pénis, ce qui est favorable à l'intromission, ce qui favorise la pénétration du pénis dans le vagin. Et un petit schéma pour vous présenter un peu l'organisation et le fonctionnement de ces tissus érectiles. Eh bien, vous avez dans ces tissus érectiles des vaisseaux sanguins qui vont former dans certaines zones des chambres, espèces d'aréoles, de lacunes. Et dans un pénis au repos, donc dans un tissu érectile au repos, eh bien la paroi musculaire notamment de ces chambres est ici contractée et les chambres sont finalement relativement peu spatiales et il y a donc peu de sang qui circule à l'intérieur de ces chambres et l'ensemble permet donc au tissu érectile d'être en conformation, on va dire, détendue. Et puis au moment de l'érection, notamment vous avez l'influence du système nerveux parasympathique ici, vous allez avoir une dilatation de la musculature lisse de ces chambres et notamment aussi des artérioles, si bien que les lacunes ou les chambres vont se remplir de sang et ça va permettre en fait un gonflement des tissus. Donc résumons, le pénis ou la verge est constitué par un tissu original qui est le tissu érectile. On verra que le clitoris chez la femme est aussi constitué par un tissu érectile. Ce tissu forme 3 corps, les 2 corps caverneux qui représentent l'essentiel du pénis, qui sont accolés, position dorsale d'un pénis en érection, et le corps spongieux qui est en position ventrale et qui entoure l'urètre. Le corps spongieux, on l'a vu, est dilaté en avant pour former le gland. Et ce gland est recouvert d'un repli de peau mobile qu'on appelle le prépuce. L'opération de circoncision, par exemple, c'est une opération qui consiste justement à enlever ce repli de peau. Et on a pu noter que souvent l'ablation de ce prépuce permettait d'éviter un certain nombre d'infections. Le tissu érectile donc, du pénis, le tissu érectile de ces 3 corps, peut se remplir de sang au moment de l'érection, au moment où les chambres se gonflent de sang, ce qui rigidifie, allonge le pénis et ce qui favorise la pénétration du pénis dans le vagin. Nous avons terminé la présentation de l'appareil génital masculin et nous allons consacrer la suite de ce cours à la présentation des 2 grandes activités du testicule. Première activité du testicule, l'activité de spermatogénèse.
et nous allons voir dans un premier temps les caractéristiques de ce processus de spermatogénèse. La question 54 nous permet de présenter trois définitions qui commencent toutes par sperme, spermatogénèse, spermiogénèse et spermiation, trois termes différents dont on va voir la signification. Tout d'abord, la spermatogénèse. La spermatogénèse, c'est un processus complet, dont on aura l'occasion de voir les étapes tout à l'heure, qui va partir de cellules germinales souches qu'on appelle les spermatogonies et qui sont situées en périphérie de la paroi du tube séminifère. Et puis le processus de spermatogénèse va conduire par un certain nombre d'étapes à la formation des spermatozoïdes, ici, qui sont libérés dans la lumière du tube séminifère. Donc la spermatogénèse va être le processus qui conduit à partir des spermatogonies à la production de spermatozoïdes. Donc c'est un processus complet qu'on va étudier. Et ce processus inclut trois étapes. Il inclut d'une part une étape de mitose, dont vous vous rappelez, une reproduction conforme de cellules, que nous allons voir dans un instant, donc une phase de multiplication cellulaire. Ensuite, nous aurons la phase de méiose, je vous rappelle, qui est ce processus qui génère des cellules haploïdes. Et puis après division par mitose et puis division par méiose, nous avons une phase de différenciation qu'on appelle la spermiogénèse et que nous allons reprendre dans un instant. Donc pour résumer, la spermatogénèse, c'est un processus qui conduit à partir de cellules germinales souches, qu'on appelle les spermatogonies, à la formation des spermatozoïdes. Elle comprend trois phases successives: multiplication par mitose, donc reproduction conforme, puis méiose, avec, on verra, les deux divisions classiques de la méiose, puis la phase de différenciation cellulaire. Le deuxième terme que je voulais définir avec vous est le terme de spermiogénèse. La spermiogénèse, c'est la troisième et dernière phase de la spermatogénèse. C'est-à-dire c'est l'étape au cours de laquelle des cellules qu'on appelle les spermatides, qui sont des cellules rondes et encore indifférenciées, vont progressivement conduire à la formation des spermatozoïdes, qui sont des cellules très spécialisées, très différenciées. Et nous étudierons les différents processus qui ont lieu pendant cette étape de différenciation. Et puis le dernier terme à définir était le terme de spermiation. Alors la spermiation, c'est la libération des spermatozoïdes que le tube séminifère a finalement pu produire dans la lumière du tube séminifère, avec des processus, notamment un fluide produit par Sertoli, puis des cellules apparentées à des cellules musculaires qui vont se contracter, qui vont permettre de libérer les cellules dans la lumière. Nous verrons que chez la femme, il y a un processus apparenté qui est le processus d'ovulation. Donc la spermiogénèse, c'est la troisième et dernière phase de la spermatogénèse, phase au cours de laquelle les spermatides se différencient en spermatozoïdes. Et puis la spermiation, c'est la libération des spermatozoïdes à l'intérieur de la lumière du tube séminifère. Citons quatre caractéristiques du processus de spermatogénèse. Alors la première caractéristique, c'est que la spermatogénèse est un processus continu qui va démarrer à la puberté et qui va se poursuivre jusqu'à la mort. Nous verrons que l'ovogénèse chez la femme est au contraire un processus discontinu. La spermatogénèse est un processus dont le rendement de production est très élevé, puisque vous avez par jour plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes qui sont produits. Le processus de spermatogénèse est également orienté. Il se fait de la périphérie du tube séminifère vers la lumière du tube séminifère. On dira donc qu'il est centripète. Vous vous souvenez que centrifuge est au contraire un processus qui éloigne du centre. Et puis la durée, le processus complet, est un processus qui s'étale sur 74 jours, soit 2 mois. On verra que le processus est beaucoup plus long chez la femme. Donc résumons ici, 4 caractéristiques. La spermatogénèse est continue, elle se déroule en permanence de la puberté jusqu'à la mort. Le processus a un rendement de production particulièrement élevé, plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes produits chaque jour. Le processus est centripète, c'est-à-dire il a lieu
dans l'épaisseur de la paroi des tubes séminifères, de la périphérie vers la lumière centrale, lumière où les spermatozoïdes achevés sont libérés. Rappelez-vous, la spermiation étant la libération de ces spermatozoïdes matures dans la lumière. Et puis la quatrième caractéristique, c'est un processus qui dure environ 2 mois, c'est-à-dire un processus qui est, on le verra, relativement court par rapport à l'ovogénèse. Nous allons présenter la spermatogénèse et comme annoncé tout à l'heure, cette spermatogénèse présente 3 étapes. La première étape, c'est la phase de multiplication cellulaire par mitose. Question 56. Quelles sont les cellules germinales qui subissent des mitoses dans le testicule et quels sont les 2 rôles de ces mitoses? Alors ici, sur cette vue de la paroi d'un tube séminifère, la périphérie étant ici, la lumière étant ici, vous avez des cellules qui sont situées de façon très proche de la périphérie, qu'on appelle les spermatogonies. Et ces spermatogonies sont, comme la plupart de nos cellules, des cellules diploïdes, 2 N chromosomes, 46 chromosomes chez l'homme, et ces cellules diploïdes vont subir une multiplication par mitose, et ces mitoses se font de la puberté jusqu'à la mort. Ces mitoses ont 2 fonctions. Première fonction, voilà ici une spermatogonie, cellule souche, qui engendre par mitose 2 cellules identiques, toujours 2 cellules diploïdes. Et bien cette spermatogonie souche par mitose va former 2 cellules. Une cellule qu'on appellera la spermatogonie grand A, qui est une spermatogonie qui reste proche de la périphérie du tube et qui va devenir à son tour une cellule précurseur qui à son tour pourra subir une mitose pour poursuivre toujours la formation des cellules spermatiques. Donc grâce à la spermatogonie A, eh bien, on va maintenir un stock permanent de spermatogonie souche. Et puis la deuxième cellule qui est obtenue par division de la spermatogonie, on l'appellera la spermatogonie B, et cette cellule va commencer à s'éloigner de la périphérie du tube séminifère, et elle va donner naissance à une cellule qu'on appellera le spermatocyte de premier ordre, ou spermatocyte 1, qui est une cellule qui va subir une certaine croissance, et qui va surtout subir la première division de méiose, qu'on aura l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Donc les cellules germinales qui subissent des mitoses dans le testicule, ce sont les spermatogonies, les cellules souches, qui sont des cellules diploïdes, qui sont en périphérie du tube, qui se multiplient par mitose de la puberté jusqu'à la mort. Et cette multiplication des spermatogonies, nous venons de le voir, a 2 fonctions. D'une part, conservation permanente d'un stock de spermatogonies souches grand A, qui restent en périphérie du tube séminifère et qui à leur tour pourront se diviser par mitose. Et puis donner naissance à des spermatogonies B qui vont s'éloigner de la périphérie, qui vont devenir des spermatocytes 1, et la suite du processus, la méiose, va être un processus subi par ces spermatocytes 1. Deuxième phase de la spermatogénèse, la phase de maturation, la phase de méiose. Question 57. Quel processus se déroule dans le spermatocyte 1 avant que cette cellule n'entre en méiose? Bien, chaque spermatocyte 1 va subir une certaine croissance cellulaire, mais surtout, avant son entrée en méiose, va subir une dernière réplication de l'ADN. Vous vous rappelez que c'est la dernière réplication qui va précéder les 2 divisions successives de la méiose. Si bien que le spermatocyte 1 était une cellule diploïde avec 46 chromosomes simples et une quantité d'ADN est égale à 2C, et bien après cette réplication qui se fait dans le noyau du spermatocyte 1, on aura donc des spermatocytes 1 qui seront toujours des cellules diploïdes, mais qui contiendront 46 chromosomes doubles, c'est-à-dire 46 chromosomes constitués chacun par 2 chromatides sœurs strictement identiques. La quantité d'ADN par rapport au spermatocyte 1 avant réplication a donc doublé. On est passé de 2C à 4C ADN. Et suite à cette réplication d'ADN, eh bien, les spermatocytes 1 vont pouvoir subir la première division de méiose. Donc chaque spermatocyte 1 subit une dernière réplication de l'ADN.
il va contenir à ce moment-là 46 chromosomes doubles, hein, c'est-à-dire constitués chacun de 2 chromatides sœurs parfaitement identiques. Ces spermatocytes 1 sont donc des cellules toujours diploïdes, mais avec une quantité d'ADN qui a doublé, hein, par rapport au spermatocyte 1 avant réplication de l'ADN. Et ce sont ces cellules légèrement plus grosses, hein, que les spermatogonies qui vont subir la première division de méiose. Question 58. Quelles sont les 2 cellules, puis les 4 cellules qui se forment à partir d'un spermatocyte 1 subissant la méiose? Et on vous dit ensuite de comparer le karyotype, c'est-à-dire les chromosomes de ces cellules. Alors on a vu tout à l'heure que le spermatocyte 1 avait subi sa réplication de l'ADN. Ce spermatocyte 1 de premier ordre, vous voyez une cellule un peu plus grande, on verra que les autres, va subir la totalité de la première division de méiose. Nous avons vu la première division de méiose est une méiose réductionnelle, c'est-à-dire qu'elle va réduire le nombre de chromosomes en séparant les chromosomes homologues et en générant des cellules haploïdes. Donc la méiose 1 va conduire à la formation de 2 cellules qu'on appellera des spermatocytes de deuxième ordre ou des spermatocytes 2 qui sont constitués chacun par 23 chromosomes doubles, hein, puisqu'on a séparé les chromosomes homologues. Et ces spermatocytes de deuxième ordre, donc cellules haploïdes à 23 chromosomes doubles, vont subir la deuxième division de méiose, la méiose équationnelle, qui va séparer les chromatides sœurs, si bien qu'on aboutit à la production, à partir d'un spermatocyte 1, de 4 spermatides, qui sont toujours des cellules haploïdes, mais qui sont des cellules qui ne contiennent maintenant plus que 23 chromosomes simples. Donc résumons ici les 2 étapes. Première étape de méiose, le spermatocyte 1 qui est une cellule diploïde qui contenait 46 chromosomes doubles, c'est-à-dire 22 paires d'autosomes plus forcément XY, puisqu'on est dans un individu mâle. Quantité d'ADN, on l'a dit, 4C ADN à cause de la réplication de l'ADN. Subit la première division de méiose, qui est la séparation des chromosomes homologues, ce qui forme 2 spermatocytes 2 haploïdes, donc N chromosomes, qui contiennent maintenant non plus 46, mais 23 chromosomes, à 2 chromatides chacun, puisqu'on n'a toujours pas séparé les chromatides sœurs. Ces 23 chromosomes sont répartis en 22 autosomes, plus soit le chromosome X, soit le chromosome Y, puisqu'on a séparé aussi les chromosomes sexuels. La quantité d'ADN est passée de 4C à 2C ADN, puisqu'on a finalement perdu la moitié, hein, du matériel génétique. La deuxième partie de la méiose, c'est la méiose équationnelle. Les 2 spermatocytes 2 vont subir chacun la seconde division de méiose, qui conduit à la formation de 4 spermatides, qui sont des cellules haploïdes, donc N chromosomes. Les chromatides sœurs ont été séparées maintenant, et les spermatides contiennent donc maintenant 23 chromosomes simples. La quantité d'ADN, elle est passée maintenant à C ADN, et on a dans chaque spermatide 22 autosomes plus un chromosome X, ou 22 autosomes plus un chromosome Y. Et vous vous rappelez que ce sont les spermatozoïdes qui vont déterminer le sexe génétique du futur enfant. Citez 3 conséquences du processus de méiose qui a lieu à l'intérieur du testicule. Alors nous avons vu que la spermatogénèse était un processus qui, à partir d'une spermatogonie, allait donner finalement un spermatocyte 1 qui lui-même donne 2 spermatocytes 2 qui eux-mêmes donnent 4 spermatides. Donc, outre les proliférations importantes par mitose des spermatogonies, on peut noter que la méiose va contribuer, hein, à l'augmentation du nombre de cellules germinales, puisque la succession de 2 divisions de méiose conduit finalement à une multiplication par 4 du nombre de cellules. Chaque spermatocyte 1 va donner 4 spermatides. On verra que dans l'ovogénèse, les 2 divisions de méiose ne conduisent pas à multiplier par 4 le nombre de gamètes femelles. Donc c'est la première conséquence du processus de méiose, c'est la multiplication finalement
du nombre de cellules, et on avait déjà beaucoup de spermatogonies au départ, et on continue à accroître le nombre de cellules, ce qui participe au très fort rendement de ce processus de spermatogénèse. Notez cependant que les cellules sont, au fur et à mesure de ces deux divisions, de plus en plus petites. Vous voyez que le spermatocyte 1 est plus grand que les spermatocytes 2, qui sont même plus grands que les spermatides. On va arriver à des petites cellules, et le fait que les cellules spermatiques soient de petite taille est évidemment un avantage, dans la mesure où ces cellules sont des cellules qui sont amenées à se déplacer et à apporter les gènes paternels vers le futur œuf. La deuxième conséquence du processus de méiose, c'est qu'au fur et à mesure, les cellules qui ont subi ce processus sont déplacées, notamment grâce à la cellule de Sertoli qui les soutient, qui est représentée ici en vert. Elles sont déplacées de la périphérie vers le centre. Vous vous rappelez, processus centripète, on avait dit tout à l'heure de cette spermatogénèse. Et donc, on va au fur et à mesure se rapprocher de la lumière, où seront évacués ensuite les spermatozoïdes. Et puis enfin, la dernière conséquence qui avait été évoquée dans le chapitre 2 sur la méiose, c'est que toutes les spermatides issus de la méiose sont des cellules qui sont génétiquement différentes en raison du brassage génétique qui a lieu lors de la méiose. Rappelez-vous, les brassages à la fois interchromosomiques et intrachromosomiques. Donc toutes ces cellules haploïdes sont originales d'un point de vue génétique. On résume ici. On a multiplié par 4 le nombre de cellules, donc on augmente finalement la production, mais les spermatocytes 1 sont des cellules plus grandes que les spermatides qu'on obtient à l'arrivée. La deuxième conséquence, c'est qu'on a déplacé les cellules germinales de la périphérie vers le centre. Et puis la troisième conséquence, c'est que les spermatides sont des cellules haploïdes. Rappelez-vous que la méiose est un processus qui génère l'haploïdie. Et toutes ces cellules sont génétiquement différentes en raison du brassage génétique qui est associé à la méiose. Deuxième phase que nous allons étudier ensemble, c'est la troisième phase. On a vu la multiplication par mitose, puis la multiplication par méiose, et nous voyons maintenant la phase de différenciation cellulaire que j'avais tout à l'heure appelée la spermiogenèse. Quelles modifications subissent les spermatides lors de la spermiogenèse? Quelles en sont les conséquences? Donc double question, les modifications et à chaque fois les conséquences. Et on va décrire ce processus à travers cette image ici. Voilà ici une image des spermatozoïdes matures produits par le testicule, en se souvenant que les spermatozoïdes vont encore acquérir une maturation fonctionnelle quand ils passent dans le canal de l'épididyme. Donc le point de départ de la spermiogenèse, c'est la spermatide, cellule ronde, haploïde, petite taille, qui n'a aucune particularité structurale, qui n'a pas de spécialisation. C'est une cellule banale avec un noyau, avec des organites type Golgi, mitochondrie, mais pour le moment elle ne s'est pas spécialisée. Et à terme, on obtiendra un spermatozoïde avec ces trois parties, une tête, une pièce intermédiaire et une queue, notamment le flagelle. Alors parmi les processus qui ont lieu lors de la transformation de la spermatide en spermatozoïde, on a notamment la formation de la tête. Et cette formation de la tête englobe deux événements importants. D'une part, l'appareil de Golgi va former des petites vésicules golgiennes qui vont fusionner les unes aux autres pour former un organite nouveau qui vient coiffer le noyau et qu'on appelle l'acrosome. Cet acrosome est bourré d'enzymes qui sont des enzymes digestives et qui serviront au moment de la fécondation à dissocier les enveloppes, notamment ce qu'on appelle la zone pellucide, qui entoure le gamète femelle. Il y a une réaction qu'on appelle la réaction acrosomiale qui a lieu lors de la fécondation et qui est la libération par l'acrosome de ces enzymes pour finalement perforer l'enveloppe du gamète femelle. Donc formation de l'acrosome, qui est un organite tout à fait original. Et puis la deuxième caractéristique concernant la tête, outre donc l'acrosome, c'est l'évolution au niveau du noyau. Le noyau, vous voyez, qui était central et va venir aussi occuper la tête. Et la chromatine de ce noyau va subir une très forte condensation, ce qui va entraîner une répression de l'activité des gènes du spermatozoïde. Et ce noyau va fournir finalement les gènes paternels
au moment de la fécondation, et c'est évidemment le point le plus important, puisque c'est le génome transmis par la cellule au moment de la fécondation. Donc on résume ici, près de la lumière du tube séminifère, les spermatides, qui sont des petites cellules arrondies, non encore différenciées, non encore spécialisées, vont subir la spermiogenèse. Et parmi les étapes de la spermiogenèse, on en a 4 à voir ensemble. La première, c'est la formation de la tête, à l'avant du spermatozoïde. Et dans la formation de la tête, 2 processus importants. La fusion de vésicules golgiennes, qui vont former un acrosome rempli d'enzymes, qui sont des enzymes d'hydrolyse, qui seront nécessaires à la fécondation. Il y a d'ailleurs, tant que le spermatozoïde n'est pas arrivé dans les voies génitales femelles, des mécanismes qui empêchent le spermatozoïde d'être réellement fécondant pour pas que la réaction acrosomiale ne soit déclenchée trop tôt. Dans le noyau, la chromatine se condense énormément. Il y a d'ailleurs des remplacements des protéines histones par d'autres protéines. Et finalement, ce noyau à chromatine très condensée, qui contient 22 autosomes plus un chromosome X ou 22 autosomes et un chromosome Y, va fournir les gènes paternels au moment de la fécondation. Lors de la spermiogenèse, vous avez un autre processus qui est synchrone avec celui qu'on vient de voir, qui est la formation du flagelle. Et vous rappelez que les 2 centrioles sont les centres organisateurs des microtubules. Et bien vous avez un centriole qui va édifier progressivement des microtubules extrêmement longs qui vont s'allonger ici et qui vont former le squelette, le cytosquelette du flagelle, qu'on avait évoqué dans le chapitre 2 sur les prolongements membranaires. Et ce flagelle va permettre par ondulation la propulsion de la cellule quand la cellule sera apte par elle-même à son mouvement, c'est-à-dire notamment dans les voies génitales de la femme. Donc la deuxième étape importante qui a lieu lors de la spermiogenèse, c'est la formation d'un flagelle, formation d'un axe de microtubules à partir d'un des 2 centrioles, et cet axe de microtubules va former le cytosquelette du flagelle. C'est lui qui permettra la propulsion du spermatozoïde par ondulation du flagelle. Et comme vous le savez, dès qu'il y a des mouvements, il y a de l'énergie qui est nécessaire, notamment de l'ATP qui est nécessaire, et vous allez voir que le spermatozoïde a aussi sa propre usine de production d'ATP. Donc toujours dans la présentation de la spermiogenèse, on a vu la formation de la tête à l'avant, la formation du flagelle à l'arrière, et vous avez une zone qu'on appelle la pièce intermédiaire entre tête et queue, qui va en fait être une zone de concentration des mitochondries. En effet, dans la spermatide, on a des mitochondries. Ces mitochondries, au cours de la spermiogenèse, vont se multiplier, puis se regrouper autour de la partie initiale ici de l'axe de microtubules du flagelle, et ces mitochondries vont en fait s'enchaîner en spirale les unes derrière les autres pour former finalement cette zone qui est la pièce intermédiaire, qui est une zone donc d'intense production d'ATP, ATP qui sera nécessaire ensuite au mouvement flagellaire. Donc le troisième processus qui est important lors de la différenciation du spermatozoïde, c'est la formation de la pièce intermédiaire. Les mitochondries se multiplient dans la spermatide, elles se regroupent ensuite autour de la partie initiale de l'axe microtubulaire pour former la pièce intermédiaire. Et ces mitochondries fourniront l'ATP qui est nécessaire au mouvement flagellaire. Il existe un 4e processus au cours de la spermiogenèse qui est un processus d'évacuation du cytoplasme. En effet, le spermatozoïde contient finalement très peu de cytoplasme. Le cytoplasme il est représenté en mauve clair sur cette image. Vous voyez qu'il y a très peu de cytoplasme dans le spermatozoïde achevé. Et donc au cours de la spermiogenèse, bien, la spermatide va évacuer le surplus de cytoplasme, et ce surplus de cytoplasme sera phagocyté par les cellules de Sertoli. Et vous voyez qu'à l'arrivée, on a finalement une cellule qui est extrêmement légère, extrêmement spécialisée, qui ressemble finalement à aucune autre cellule animale. Donc la 4e étape importante du processus de spermiogenèse, c'est l'élimination d'une grande partie du cytoplasme de la spermatide. Évoquer la spermatogenèse, c'est aussi évoquer le rôle très important des cellules de Sertoli dans ce processus. La question 61, quels sont les 4 grands rôles des cellules de Sertoli dans la spermatogenèse? Alors ces cellules de Sertoli, il y en a une qui est représentée ici en vert clair sur cette
schématisation de la paroi d'un tube séminifère. Ces cellules de Sertoli, on l'a dit, sont des grandes cellules épithéliales qui vont, vous voyez, de la partie périphérique vers la lumière du tube séminifère. Ces cellules de Sertoli sont des cellules épithéliales de soutien. Elles sont des cellules qui vont, vous voyez, entourer complètement les cellules de la lignée spermatique. Elles vont les entourer, elles vont les soutenir, elles vont les protéger. Et un peu comme des fruits portés par un arbre, ce sont quelque sorte des fruits portés par l'arbre, mais ces fruits se déplacent, on l'a vu tout à l'heure, hein, de la périphérie vers le centre. Donc cellules de Sertoli, un premier grand rôle, c'est un rôle de soutien et de protection. Deuxième rôle important des cellules de Sertoli, ces cellules vont fournir un certain nombre de substances, notamment des facteurs de maturation, des nutriments qui sont nécessaires aux cellules germinales. Et vous avez des réseaux comme ça relativement complexes de facteurs sertoliens qui viennent contrôler le processus de spermatogénèse, qui viennent contrôler la prolifération, la différenciation et qui viennent aussi contribuer à nourrir ces cellules spermatiques. Donc premier rôle, soutien et protection. Deuxième rôle, nutrition, maturation. Le troisième rôle, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un rôle de transport, puisque les cellules de Sertoli, au fur et à mesure, vont conduire ces cellules germinales vers la lumière du tube séminifère, notamment grâce à un liquide qu'on appelle le fluide sertolien, qui accompagne ces cellules et qui va être notamment important dans le mécanisme de spermiation, au moment de l'évacuation des spermatozoïdes dans la lumière. Vous avez d'ailleurs des cellules apparentées à des cellules musculaires en périphérie du tube qui vont aussi se contracter pour favoriser l'évacuation des spermatozoïdes dans la lumière. Et puis les cellules de Sertoli sont aussi des cellules à activité phagocytaire. Donc elles sont capables d'éliminer le surplus de cytoplasme qu'évacuent les spermatides en cours de différenciation, ce que j'avais appelé ce qu'on peut appeler le cytoplasme résiduel. Hein. Et puis il faut savoir que lors de ce processus de spermatogénèse, vous avez des cellules germinales qui avortent, qui ont par exemple certains défauts, et les cellules germinales en dégénérescence sont également phagocytées par les cellules de Sertoli. Donc la cellule de Sertoli, c'est la cellule fondamentale, hein, dans la spermatogénèse. Il n'y a pas de spermatogénèse s'il n'y a pas les cellules de Sertoli. On résume ici les 4 grandes activités de la cellule de Sertoli. La cellule de Sertoli occupe toute l'épaisseur de la paroi du tube séminifère. Elle est nécessaire à la spermatogénèse par 4 de ses activités. Rôle de soutien et de protection des cellules germinales. Vous avez vu, les cellules germinales sont totalement entourées, totalement emballées, hein, par les cellules de Sertoli. Cette cellule fournit des nutriments qui permettent le métabolisme des cellules germinales. Elles fournissent des facteurs de maturation qui vont permettre par exemple la prolifération, la différenciation des cellules germinales. Elles ont une fonction de transport des cellules germinales, toujours orientées de la lumière où sont les spermatogonies toujours orientées de la périphérie où sont les spermatogonies vers la lumière où sont évacués les spermatozoïdes. Rappelez-vous, transport centripète. Ces cellules de Sertoli éliminent le cytoplasme résiduel évacué par les spermatides en cours de différenciation et elles éliminent aussi les cellules germinales qui avortent, qui sont en dégénérescence. Alors parmi les facteurs qui sont produits par les cellules de Sertoli, on va citer 2 protéines qu'elles sécrètent et nous allons évoquer les 2 fonctions de ces protéines. Donc voilà ici la cellule de Sertoli avec 2 de ses productions. Tout d'abord une protéine qu'on appelle ABP. ABP signifie protéine de liaison des androgènes, androgène binding protein. C'est une protéine qui va lier la testostérone étant produite par des cellules Leydig qui sont, vous vous rappelez, entre les tubes séminifères, donc qui seraient dans cette zone-là. Et cette protéine ABP va permettre de lier la testostérone, de la retenir, de la concentrer, ce qui permettra à la testostérone d'avoir des effets à l'intérieur du testicule. On le reverra tout à l'heure, rôle de la testostérone dans l'activation de la spermatogénèse. Et ça permet finalement à cette testostérone d'exercer des effets locaux. Et puis une autre protéine d'origine sertolienne, c'est une protéine qu'on appelle l'inhibine, qui est une protéine à action endocrine. C'est une hormone, on verra que c'est une hormone
action inhibitrice sur l'adénohypophyse, mais elle a aussi une action locale. Elle va notamment agir sur les cellules germinales, mais aussi sur les cellules de Leydig, et je vous fais apparaître ici déjà une idée des réseaux relativement complexes de messagers permettant aux différents types de cellules testiculaires, cellules germinales, cellules de Leydig, cellules de Sertoli, finalement de communiquer, de dialoguer, d'interagir. Donc deux protéines produites par les cellules de Sertoli, l'ABP qui fixe la testostérone, ce qui concentre cette hormone dans le testicule, qui permet d'avoir des effets dans le testicule et puis aussi un petit peu dans l'épididyme. Et l'inhibine, qui a une action locale, elle a des effets notamment en fait positifs sur les cellules germinales, sur les cellules de Leydig, et elle a une action endocrine. On verra l'action endocrine est inhibitrice. On verra que c'est une hormone qui agit sur l'adénohypophyse. On verra qu'elle exerce un frein sur la sécrétion de FSH. Nous avons terminé la première activité testiculaire, qui était l'activité de production des spermatozoïdes. Nous allons voir que le testicule a une activité aussi de production d'hormones, notamment d'androgènes, mais qu'il est lui-même soumis à des contrôles hormonaux. Donc c'est une partie qui rejoint finalement ici l'étude du système endocrinien. On va parler d'hormones testiculaires et d'hormones contrôlant le testicule. Tout d'abord, le testicule sécrète la testostérone. Et nous allons présenter les cellules endocrines du testicule. Question 63. Quelles sont les principales cellules endocrines du testicule? Et citer un autre type cellulaire du testicule ayant aussi un rôle endocrine. Alors les principales cellules endocrines du testicule, ce sont les cellules interstitielles, celles qui sont entre les tubes séminifères, qu'on appelle les cellules de Leydig, et qui ont une activité de production et de libération de la testostérone. Testostérone qui est une hormone qui passe dans le sang et qui va avoir des effets parfois très éloignés de l'endroit où elle est libérée, la testostérone pouvant agir par exemple au niveau cérébral. On y reviendra tout à l'heure. Donc les principales cellules endocrines du testicule, ce sont les cellules de Leydig productrices de testostérone. Mais nous avons vu il y a un instant que les cellules de Sertoli produisaient aussi une protéine qui est l'inhibine, et que cette protéine, outre ses effets locaux, est aussi responsable d'effets à distance par un transport par voie sanguine. Cette inhibine, c'est aussi une hormone, notamment, on l'avait évoqué il y a un instant, c'est une hormone qui va avoir des effets sur l'adénohypophyse. On retiendra quand même que les cellules endocrines principales du testicule, ce sont les cellules de Leydig. Donc retenons, les principales cellules endocrines du testicule sont les cellules de Leydig. Elles produisent et sécrètent dans le sang la testostérone, et je vous rappelle que la testostérone, c'est un stéroïde, un dérivé du cholestérol. Les cellules de Sertoli sont aussi des cellules endocrines du testicule, puisqu'elles produisent aussi une hormone qui est l'inhibine. Attention, l'inhibine, ce n'est pas un stéroïde, c'est une protéine. Après avoir vu les cellules endocrines du testicule, quelques mots sur les rôles de la testostérone. Et nous allons séparer ces rôles dans trois grandes périodes de la vie de l'homme. Tout d'abord, les rôles de la testostérone chez le fœtus. Alors le fœtus, s'il est de sexe génétique XY, est un fœtus de sexe masculin, et la présence du chromosome Y va déterminer l'apparition, la formation d'un testicule. Alors cette formation de testicule n'est pas visible sur une échographie ou sur ici cette vision de fœtale, mais par contre la présence d'un testicule va être déterminante pour l'apparition de ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires. En effet, ce testicule fœtal va tout de suite être actif, notamment par ces deux types cellulaires, les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Les cellules de Leydig vont produire une grande quantité de testostérone, et cette testostérone va permettre la masculinisation des voies génitales, donc notamment la formation, on a vu, des voies type épididyme, canaux déférents, canaux éjaculateurs, urètre, également formation des glandes annexes, et puis également la formation des organes génitaux externes. Donc il va y avoir progressivement la formation d'un pénis et d'un scrotum, et c'est ce qui est visible par exemple ici sur une échographie d'un fœtus de 3 mois, et c'est ce qui fera que le couple pourra à ce moment-là savoir que c'est un petit garçon ici que la maman attend.
Cet effet de la testostérone sur la formation des premiers caractères sexuels, c'est-à-dire en gros les tractus et les organes génitaux externes, va s'accompagner en fait d'un autre effet d'hormone. En effet, le testicule fœtal est aussi actif d'un point de vue des cellules de Sertoli, et les cellules de Sertoli vont aussi fabriquer une hormone qu'on appelle l'hormone antimullérienne, sur laquelle on reviendra dans un instant. Donc je résume ici le premier hormone testiculaire fœtal. Les cellules de Leydig du testicule fœtal vont produire une grande quantité de testostérone qui est responsable de l'apparition des caractères sexuels primaires car ce sont les premiers à apparaître ici, après évidemment le testicule, c'est-à-dire la masculinisation des voies génitales. Donc vous avez des canaux, ce qu'on appelle les canaux de Wolff, qui sont maintenus, qui se masculinisent et qui permettent la formation de tractus mâle. Et puis masculinisation des organes génitaux externes, donc formation d'un pénis, formation d'un scrotum. Dans le fœtus femelle, où il n'y a pas de chromosome Y, il n'y a pas de testicule, donc il n'y a pas de cellules de Leydig, donc il n'y a pas de testostérone, et ce canal de Wolff ne sera pas maintenu, et donc il n'y a pas de voie génitale masculine qui se forme, et les organes génitaux externes ne sont pas masculinisés. Alors, sur ce profil de sécrétion des hormones testiculaires, vous avez ici dans la partie initiale qui correspond à la gestation, eh bien, ce pic de testostérone qui traduit en fait l'acquisition d'un testicule fonctionnel par le fœtus, avec, vous voyez, un pic de testostérone important chez le fœtus, et c'est cette testostérone fœtale qui détermine l'apparition des caractères sexuels primaires. Et puis j'évoquais il y a un instant une autre cellule endocrine du testicule qui est active, c'est la cellule de Sertoli. Alors ici, ce n'est pas l'inhibine qu'elle produit, c'est une hormone qui est apparentée un petit peu à l'inhibine, qu'on appelle l'AMH, qui est l'hormone antimullérienne, qui, vous voyez, là aussi, va être sécrétée avec un haut niveau chez le fœtus masculin. Et cette hormone antimullérienne a pour fonction en fait d'induire la régression, la disparition de canaux qu'on appelle les canaux de Muller, qui sont les canaux qui normalement deviendront les voies génitales féminines, c'est-à-dire qui seront les canaux qui formeront les trompes, l'utérus et le vagin. Et cette hormone est donc une hormone de régression des voies génitales femelles. Donc on résume ici, chez le fœtus mâle de sexe génétique XY, c'est la testostérone qui permet la maturation des organes génitaux mâles, avec masculinisation des voies génitales, donc les tractus se forment, on l'a dit, épididyme, canal déférent, canal éjaculateur, urètre, masculinisation aussi et formation des glandes annexes, vésicule séminale, prostate, vésicule ou glande de Cooper, masculinisation des organes génitaux externes, formation d'un pénis, formation d'un scrotum, on acquiert les caractères sexuels primaires. Nous allons faire un petit saut dans le temps et franchir une douzaine d'années pour voir les 4 grands rôles de la testostérone au moment de la puberté. Alors vous voyez qu'à partir de la naissance, le taux de testostérone ici est très faible chez le garçon. Il va rester très faible pendant l'enfance et il y a un réveil finalement d'un point de vue endocrinien avec une élévation de la testostérone à partir de la puberté, et cette forte concentration de testostérone va se maintenir lors de la vie adulte, bien qu'il y ait une petite chute progressive au cours du vieillissement de l'homme. Alors ce nouveau pic de testostérone, le premier c'était chez le fœtus, là une deuxième augmentation mais au moment de la puberté, va être responsable de l'apparition de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Alors les caractères sexuels secondaires sont des caractères qui sont en relation avec la fonction de reproduction, mais qui n'apparaissent que secondairement, puisqu'il a fallu attendre ici 12-13 ans pour les voir apparaître. Alors ces caractères sexuels secondaires, c'est notamment l'apparition d'une pilosité, donc une pilosité pubienne, une pilosité plus tardive mais thoracique, une pilosité au niveau du visage, moustache et barbe, une pilosité axillaire également. Donc l'apparition d'une pilosité correspond peut-être à un caractère sexuel attractif. Ensuite, il y a une maturation, notamment au niveau des cordes vocales, la voix change, la voix mue. Il y a une voix qui devient plus grave, on va dire, se masculinise. Toujours dans ces caractères, vous avez également des effets
anabolisants, c'est-à-dire des effets sur la construction de la testostérone, avec notamment développement du squelette, donc croissance au moment de la puberté, développement aussi des muscles squelettiques, donc la musculature qui se développe, la testostérone et les androgènes au sens large, étant aussi des produits dopants utilisés par les sportifs peu scrupuleux. Autre effet de la testostérone, on va les mentionner ici. Donc, outre les effets de cette testostérone toujours produite par les cellules de Leydig du testicule au moment de la puberté, outre ces effets sur l'apparition des caractères sexuels secondaires et sur le développement du squelette et des muscles, elle va aussi permettre le démarrage de la spermatogénèse. Non pas en activant directement les cellules germinales, mais en activant les cellules de Sertoli qui elles-mêmes permettent la spermatogénèse. Rappelez-vous l'ABP qui concentre la testostérone pour que cette hormone puisse avoir un effet à l'intérieur du testicule. Vous voyez que là on a un effet local de la testostérone sur le tube séminifère. Et puis la testostérone va aussi accentuer le développement des caractères sexuels primaires qui étaient apparus chez le fœtus, chez le nouveau-né, avec notamment un pénis qui s'allonge, un scrotum qui se développe. Donc résumons ici, à la puberté, la testostérone a 4 types d'effets. Elle accentue le développement des caractères sexuels primaires, donc croissance notamment du pénis, du scrotum, on prépare évidemment à la fonction de reproduction, démarrage de la spermatogénèse, donc voilà, l'homme devient ici fertile, apparition des caractères sexuels secondaires, qui peuvent être liés aussi à des caractères attractifs, du mâle vis-à-vis de la femelle, et puis effet anabolisant, développement du squelette, développement des muscles. On a vu le rôle de la testostérone chez le fœtus, puis le rôle de la testostérone au moment de la puberté. Nous allons voir que la testostérone exerce des effets ensuite pendant toute la vie de l'adulte. Alors voilà ici représenté en gris le testicule avec les cellules de Leydig qu'il contient. Ces cellules de Leydig sont actives pendant la vie de l'adulte. Elles vont produire de la testostérone. Cette testostérone va exercer des effets locaux sans passer par le sang. Vous vous rappelez qu'elle est concentrée par l'ABP, produite par Sertoli. Et notamment, cette testostérone va maintenir une activité sertolienne, elle-même permettant la spermatogénèse. La testostérone, comme tout à l'heure, induisait la spermatogénèse chez l'adolescent, va continuer à activer la fonction de spermatogénèse chez l'adulte. Et puis la testostérone, c'est une hormone qui va donc circuler dans le sang, circuler dans le compartiment sanguin général pour exercer des effets à distance. Par exemple, pour exercer des effets sur l'appareil génital masculin, maintien des caractères sexuels, primaires, secondaires, et puis aussi une action sur le cerveau, pulsion sexuelle ou libido, mais on verra aussi tout à l'heure la notion de rétro-contrôle négatif exercé sur le cerveau par la testostérone. Donc résumons ici, chez l'adulte, 2 rôles de la testostérone, des rôles endocrines, elle maintient les caractères sexuels, elle est responsable aussi de la pulsion sexuelle en agissant sur le cerveau, et je viens de l'évoquer, elle va exercer aussi des rétroactions négatives, et puis elle a aussi des rôles locaux, elle va notamment activer la spermatogénèse, non pas en activant directement les cellules germinales, mais en stimulant l'activité des cellules de Sertoli. Nous avons terminé la présentation des hormones testiculaires et de leurs fonctions. Quelques mots maintenant sur les hormones qui contrôlent l'activité testiculaire, donc le contrôle endocrinien de l'activité testiculaire. Et comme l'activité testiculaire est double, activité de spermatogénèse d'une part et activité de production d'hormones d'autre part, nous allons voir qu'il existe 2 contrôles différents, un contrôle endocrinien de la spermatogénèse et un contrôle endocrinien de la fonction endocrine du testicule. Question 67. Comment le complexe hypothalamo-adéno-hypophysaire peut-il réguler la spermatogénèse? Vous vous souvenez, nous l'avions vu dans la précédente vidéo consacrée au système endocrinien, l'existence de grands axes hypothalamo-adéno-hypophysaires. Eh bien, l'axe qui va intervenir ici, c'est l'axe gonadotrope, avec, vous vous souvenez, l'hypothalamus contenant certains neurones sécréteurs de neurohormones qui sont représentés ici en vert, qui vont produire et libérer dans le système porte une neurohormone qu'on appelle la gonadolibérine, laquelle va sans dilution parvenir
aux cellules gonadotropes de l'adénohypophyse. Ces cellules gonadotropes de l'adénohypophyse vont notamment libérer dans la circulation générale une hormone qu'on appelle la FSH. On reverra ce sigle chez la femme. Le sigle provient du rôle de cette hormone chez la femme. C'est une hormone qui va stimuler le follicule chez la femme. Ici, chez l'homme, c'est une hormone qui va stimuler la cellule de Sertoli. Donc elle active la cellule de Sertoli et nous avons insisté sur ce point tout à l'heure. La cellule de Sertoli est une cellule essentielle, fondamentale à la spermatogénèse. Et donc, on peut dire que finalement, cet axe gonadotrope stimule la spermatogénèse avec, vous voyez, un premier étage GnRH, deuxième étage FSH, troisième étage spermatogénèse activé par Sertoli. Donc on retrouve ici les trois grands étages de l'axe gonadotrope que nous avions vu dans la précédente vidéo. L'hypothalamus sécrète une neurohormone qui est la GnRH, la gonadolibérine, qui passe par le système porte sans dilution vers l'adénohypophyse. L'adénohypophyse, et plus précisément les cellules gonadotropes de l'adénohypophyse, activées par cette neurohormone qui est GnRH, vont notamment sécréter une hormone gonadotrope qu'on appelle la FSH. Cette FSH passe dans la circulation générale et elle va stimuler, non pas directement la spermatogénèse, mais elle va stimuler la cellule de Sertoli qui elle-même permet la spermatogénèse. Il existe un second contrôle endocrinien, c'est le contrôle endocrinien de l'activité endocrine du testicule, notamment son activité de production de testostérone. Et dans la question 68, on vous demande comment le complexe hypothalamo-adénohypophysaire peut-il réguler aussi la production testiculaire de testostérone. Alors on retrouve l'axe que je vous ai présenté dans la diapositive précédente, mais ici un axe de contrôle de la sécrétion de testostérone. Le démarrage, c'est toujours l'hypothalamus avec des neurones producteurs de gonadolibérine qui est libérée dans le système porte hypothalamo-hypophysaire. Cette neurohormone vient activer les cellules gonadotropes qui produisent aussi une autre hormone qui est la LH. On reverra la signification de ce sigle chez la femme. Chez la femme, c'est l'hormone qui permet de stimuler le corps jaune. On dit l'hormone lutéinisante. Et ici, on peut retenir aussi la lettre L. C'est l'hormone qui va stimuler Leydig, qui va stimuler l'activité des cellules de Leydig, ces cellules de Leydig produisant la testostérone. Donc vous voyez, il y a aussi un axe ici qui permet d'activer en permanence la production de testostérone par le testicule. Donc on peut retrouver toujours nos trois étages de ces grands axes endocriniens. L'hypothalamus qui sécrète GnRH, l'adénohypophyse et plus précisément les cellules gonadotropes activées par la GnRH qui sécrètent l'hormone LH, et LH à son tour qui stimule la production de testostérone par les cellules de Leydig. Alors nous venons de voir que tous ces systèmes sont des systèmes d'activation, et évidemment avec un système uniquement d'activation, eh bien on pourrait au bout d'un moment avoir une trop forte production de testostérone et une trop forte activité de spermatogénèse. Et ce qui caractérise la physiologie masculine, c'est l'existence de mécanismes de stabilisation, ce qu'on appellera des mécanismes de rétrocontrôle négatif. Et dans la question 69, par quel mécanisme sont maintenues constantes la concentration sanguine de testostérone et la spermatogénèse? Alors, sur l'axe tout à l'heure que nous avions vu de contrôle de la production de testostérone, eh bien, on a rajouté ici des flèches rouges ascendantes qui représentent en fait un contrôle par retour et qui est un contrôle inhibiteur. Donc, je vous rappelle ici, le système activateur, l'axe gonadotrope vient activer la production de testostérone, mais contrôle retour, cette testostérone par voie sanguine vient freiner l'activité des neurones à GnRH, et donc vient freiner la production de GnRH, et vient freiner aussi l'activité des cellules gonadotropes, si bien que finalement l'activité des cellules de Leydig est maintenue stable et la concentration de testostérone est maintenue stable. On verra que chez la femme, il n'y a pas de stabilisation aussi précise dans le temps, mais il y a au contraire des variations des taux d'hormones qui jouent des rôles essentiels dans les cycles. Donc il existe en fait deux rétrocontrôles négatifs. Je viens de vous présenter le premier. Le premier, c'est la testostérone produite par les cellules de Leydig exerce en permanence un rétrocontrôle négatif
sur la sécrétion de GnRH et sur la sécrétion de gonadotropine, notamment LH, ce qui permet finalement de maintenir constante l'activité des cellules de Leydig et donc de maintenir stable la concentration sanguine de testostérone. On est dans un système de boucle de régulation où finalement on stabilise le paramètre qui est ici la concentration sanguine en testostérone. Et puis il existe un deuxième rétrocontrôle négatif concernant toujours l'axe gonadotrope, mais concernant l'axe gonadotrope activateur de la cellule de Sertoli. En effet, on a vu tout à l'heure que GnRH puis FSH permettaient d'activer la cellule de Sertoli qui produisait des spermatozoïdes, qui permettait de produire des spermatozoïdes, mais la cellule de Sertoli produit aussi une hormone, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est l'inhibine, et qui par voie sanguine va venir freiner l'activité des cellules gonadotropes, et notamment elle va venir freiner la libération de FSH. Donc vous voyez, il y a un contrôle aller qui est FSH stimule Sertoli qui stimule la spermatogénèse, mais vous avez un contrôle retour inhibiteur qui est l'inhibine sertolienne vient freiner la libération de FSH. Et ce système permet finalement de stabiliser l'activité des cellules de Sertoli et donc de maintenir constante la production de spermatozoïdes par le testicule. On peut résumer l'ensemble de ces régulations dans ce schéma ici. Donc vous avez GnRH, neurohormone hypothalamique, qui active la production par l'adénohypophyse de FSH et de LH. FSH active les cellules de Sertoli qui permettent de produire les spermatozoïdes. LH active les cellules de Leydig qui produisent la testostérone qui aura des effets à distance par voie sanguine ou aussi locaux sur les cellules de Sertoli. Donc en bleu, c'est le rétrocontrôle aller, vous voyez, avec une dualité de cellules, Sertoli-Leydig, une dualité de contrôle, FSH-LH. Et puis vous avez les rétrocontrôles négatifs représentés en pointillé rouge ici. La testostérone produite par Leydig vient freiner l'axe gonadotrope et l'inhibine produite par Sertoli vient freiner la sécrétion de FSH. On résume ici, le deuxième rétrocontrôle négatif, c'est l'inhibine produite par les cellules de Sertoli qui freine la sécrétion de FSH, ce qui permet de maintenir constante l'activité des cellules de Sertoli et qui permet donc de maintenir constante la spermatogénèse. Nous avons fini avec la présentation du système génital masculin et la prochaine vidéo sera consacrée à la présentation du système génital féminin. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.